Bonjour, bonjour à tous les participants qu'on vient d'admettre dans la conférence. Euh, Benoît Bergeret ici. Quelques recommandations pour que ça se passe le mieux possible. Est-ce que vous pourriez conserver votre micro et vos caméras coupées, sauf bien entendu si vous rentrez dans un échange avec les intervenants. Vous pouvez poser des questions en utilisant le chat. Quelqu'un de l'équipe, Déborah, va monitorer le chat et me passera les questions au fur et à mesure qu'elles sont posées dans le chat, de manière à ce que je puisse les intégrer, le cas échéant, dans la conversation que je vais avoir avec Nicolas Sabouret et Laurent Bibard. Sur le sujet des questions, je reconnais quelques personnes présentes. Alors, rappeler qu'aucune question n'est une mauvaise question et que les questions qui feront réagir les auteurs du livre sont tout à fait bienvenues. Vous vous reconnaîtrez. Donnons-nous encore une minute ou deux. Et est-ce que Nicolas a pu se connecter? Oui, alors pour l'audience, c'est Laurent Bibard qui posait la question. Pardon, bonjour. Nicolas Sabouret a des petites difficultés techniques à se connecter, mais on va trouver moyen de l'intégrer. Donc encore une fois, pour les nouveaux arrivants, merci de conserver vos micros et vos caméras coupés pour que l'attention soit bien fixée sur nos deux intervenants. Et évidemment, si vous êtes invité à parler, de les activer le temps de poser votre question éventuellement. Alors, Nicolas vient de se reconnecter pour Voilà. information. Nicolas, tu nous entends? Oui, je vous entends et là, ça marche. Parfait, parfait. Bon, ben on va pouvoir démarrer. Déborah, tu peux peut-être... voilà. Merci. Bienvenue à toutes et à tous. Pendant que je fais les derniers ajustements à mon écran pour pouvoir m'adresser à vous le mieux possible. Voilà. Bienvenue dans cette session où on a le plaisir d'accueillir Laurent Bibard et Nicolas Sabouret, co-auteurs d'un livre qui vient de sortir il y a quelques jours, qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'est pas une question technologique ». J'essaie de jouer avec la caméra pour que vous voyez je le recommande, je le dis tout de suite. J'espère que vous aurez envie de le lire après ce débat. C'est un petit ouvrage qui couvre énormément de terrain, comme on va le voir, et qui est assez provocateur par certains côtés. Donc, nous sommes ensemble pour 90 minutes. Les questions sont non seulement possibles, mais bienvenues. À travers le chat, ce sera plus simple à gérer que par les mains levées, si vous voulez bien. Je suis pour ma part Benoît Bergeret. Je suis le co-directeur exécutif du MetaLab for Data Technology and Society à l'ESSEC. J'ai mes co-directeurs académiques qui sont présents dans l'audience, les professeurs Julien Malorand et peut-être Guillaume Chevillon, je ne suis pas certain de l'avoir encore vu. Le MetaLab, c'est l'ESSEC, c'est le nom qui est donné à un des axes stratégiques de l'ESSEC, qui est l'axe de transformation sur les sujets de la data et l'IA, transformation de l'enseignement, de manière à faire de tous les diplômés de l'ESSEC des diplômés prêts pour la data et l'IA dans leur métier.
la transformation de la recherche par la fourniture d'outils, mais aussi l'ouverture, les discussions avec les professeurs pour découvrir des nouveaux champs de recherche liés à ces nouvelles technologies, et la transformation de l'ESSEC par une prise de position audible dans la conversation publique sur les sujets de la data et l'IA. Et cette conférence rejoint un petit peu ces deux derniers axes. Je suis pour ma part, moi, ce que certains appellent un vétéran de l'IA, que j'ai pratiqué à la fois dans des grands groupes, dans des startups, et je suis très actif au niveau de l'écosystème, en plus d'être à l'ESSEC. Je suis cofondateur du Hub France IA en particulier. Voilà. Ce livre a donc été commis par un tandem qui se connaît depuis quelques temps, et je dis commis, vous comprendrez pourquoi, le philosophe et l'informaticien. C'est un livre qui essaye de prendre de la hauteur par rapport au débat habituel sur l'intelligence artificielle ou sur la technologie au sens large, en posant la question plus précisément de nos attentes par rapport à la technologie et du sens de l'utilisation des technologies pour nous collectivement, mais aussi pour nous individuellement. Alors, j'aimerais peut-être passer la parole à Laurent pour qu'il se présente brièvement. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis d'abord très heureux d'être ici. Merci de l'organisation de la discussion à toi, Benoît, à Julien, Guillaume et Déborah. Je suis professeur à l'ESSEC depuis 1990, département management, avec une double formation de bout en bout, c'est-à-dire jusqu'à l'habilitation à diriger des recherches en gestion et en philosophie. Et j'ai dirigé à un moment, du temps de son fonctionnement, la chaire Edgar Morin de la complexité. Et maintenant, je m'occupe d'une filière philosophie et management. Et je suis particulièrement intéressé à des questions comme celles dont on va parler ce soir. Et j'ai été très, très heureux de rencontrer, par différentes circonstances, Nicolas lors de différentes rencontres. Et on a fini par imaginer ce projet. Voilà. Merci Laurent. Nicolas. Bonjour à tous. Comme Laurent, je voudrais vraiment remercier le MetaLab d'avoir organisé ce moment de discussion. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à discuter avec Laurent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé un moment de mettre nos discussions par écrit. Donc, je suis professeur à l'Université Paris-Saclay en informatique. J'ai fait ma thèse à l'Université Paris-Sud à l'époque où ça ne s'appelait pas encore Paris-Saclay. Ensuite, j'ai été pendant une dizaine d'années maître de conférence à l'Université Pierre et Marie Curie, qui maintenant s'appelle Sorbonne Université, dans le centre de Paris. Et puis, depuis 10 ans, je suis professeur à Paris-Saclay. Donc, je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis plus de 20 ans. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes évolutions. En 2019, au moment où l'IA commençait à monter être bien connu du grand public, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comprendre l'intelligence artificielle », qui est un livre de vulgarisation pour essayer d'expliquer le fonctionnement de l'intelligence artificielle à des non-spécialistes. Le fonctionnement. Laurent, tu dis ? Je me permets de le recommander vivement. Merci Laurent, merci. Et en 2 langues au moins, non? Il a été traduit en anglais et… Il a été traduit en anglais, exactement. Il est disponible en français et en anglais, avec des illustrations d'une de mes collègues qui fait des dessins assez chouettes pour expliquer l'IA. Et voilà, donc j'ai rencontré Laurent à l'occasion de différentes activités de dissémination scientifique autour de l'IA. Et assez vite, on a senti un intérêt commun à discuter du rapport entre l'IA et l'humain, avec une question à la fois informatique et philosophique. Merci Laurent, merci Nicolas. Alors, c'est un livre grand public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les attentes que vous aviez en le publiant? Pourquoi ne pas avoir fait une discussion peut-être plus académique? Pourquoi vous êtes adressé comme ça au grand public? Est-ce qu'il y avait une raison particulière et quelle est l'audience du livre? Laurent, je t'en prie, vas-y. Alors, moi, il y a une raison très simple. Hein. Je viens de souligner la qualité pédagogique du travail de Nicolas quand, dans son bouquin «
comprendre l'intelligence artificielle et je revendique de n'y connaître rien. Et pourquoi? Parce que en ne connaissant pas les choses, on est amené souvent à poser des questions qui sont comme les questions des enfants. Il y a des questions assez pertinentes et assez directes. Et je pense qu'il y a pour ma part en tout cas, là sous ton contrôle Nicolas, mais tu pourras dire évidemment dans un instant, mais moi je crois qu'il est indispensable de déniaiser le grand public de tas de choses qu'on attribue aux technologies et qu'elles ne peuvent pas faire, mais qu'on laisse s'exprimer énormément de fantasmes et de projections sur les technologies, et ça, projections et fantasmes extrêmement dangereux pour ce qui concerne notre humanité. Nous prêtons aux technologies, je crois, actuellement, beaucoup trop, et dans mon intention, en tout cas pour ma part, l'intention du bouquin, c'est, compte tenu de la clarté avec laquelle Nicolas exprime quand il présente les questions techniques et autres, mais l'idée c'est de montrer ce que les technologies peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire, ce qu'elles ne feront peut-être jamais, et de bien aider le grand public à repérer à quoi elles servent. Et la question de fond du livre, de mon point de vue, c'est de se demander à quoi, comment dire, qu'est-ce qu'on attend d'elles, à quoi ça sert et jusqu'où est-ce qu'il faut les développer. Et ce sont des questions qu'on ne trouve pas si fréquemment, je crois, posées dans la société. Voilà mon sentiment. Moi, par rapport à l'écriture d'un livre, en fait, c'est vrai que Laurent et moi avons eu plusieurs fois l'occasion de discuter ensemble, donc d'échanger de manière soit académique, soit au contraire plus face à du public d'audience générale, pour échanger sur ces questions du rapport que nous entretenons avec l'IA et avec les technologies. Et à un moment, je crois qu'on a partagé cette envie de toucher un public un petit peu plus large. Et c'est vrai qu'un livre, c'est un moyen de toucher plus de gens que de faire des séminaires à 25 personnes à chaque fois. Merci. Alors, on va rester sur le livre un petit peu avant de rentrer dans le contenu. Mais une chose qui m'a frappé à sa lecture, c'est que c'est surtout un livre sur la technologie. Et les questions qui se posent sont des questions assez larges sur les technologies numériques, mais en plus, pas que numériques. Alors, au-delà de la demande de l'éditeur qui peut-être vous a poussé à mettre intelligence artificielle dans le titre, est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce qu'il y a une saillance spécifique liée au développement extrêmement explosif récemment de l'intelligence artificielle, qui est pourtant là depuis longtemps, et qui a justifié la naissance de ce livre avec une extension aux technologies? Mais en quoi est-ce que l'intelligence artificielle mérite en quelque sorte d'être dans le titre du livre? Je propose de rendre la politesse à Nicolas. Et donc, Nicolas, vas-y. Je vais répondre si tu veux bien. Au contraire, j'allais te proposer justement d'entamer une réponse. Alors, la première chose, c'est que moi, je suis spécialiste en IA. Je ne suis pas spécialiste en technologie en général. Et donc, évidemment, je revendique d'avoir écrit un livre qui porte sur la place de l'IA dans nos sociétés. Mais je comprends à travers votre question, Benoît, que en fait, votre question est au-delà de son aspect provoquant et très fine. Vous nous dites, finalement, il y a des réflexions dans le livre qui ne sont pas spécialement propres à l'IA. Qu'est-ce que l'IA a de spécial? Qu'est-ce que l'IA pose comme question nouvelle qui nécessite qu'on parle particulièrement de l'IA quand on parle de notre rapport aux technologies et de nos attentes vis-à-vis de ces technologies? Je pense que l'IA pose, si je regarde l'histoire des machines en général, donc des technologies au sens des outils faits par les humains pour faire du travail à leur place ou décupler leur travail. Les machines, quand elles ont été construites, ont beaucoup fait progresser la productivité sur des tâches physiques, des tâches mécaniques. On rentre avec l'intelligence artificielle dans quelque chose de nouveau. Là, on est en train d'augmenter notre productivité et de la dépasser, dans certains cas, sur des tâches qui sont intellectuelles. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle, hein, c'est parce que ça fait référence à ce que l'homme fait avec son intelligence. Donc, on a face à ces nouvelles technologies
basées sur l'IA, des attentes qui ne vont pas être tout à fait les mêmes que celles qu'on va avoir vis-à-vis d'une machine qui décuple nos capacités physiques. Et je pense que c'est pour ça que les problèmes qui sont posés ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on pourrait poser pour n'importe quelle technologie. Et ça a été aussi un point de rencontre. La première fois que j'ai discuté avec Laurent, c'est suite à un exposé de Laurent où il discutait de ce qui faisait l'humanité par rapport à la machine, au robot, à la construction artificielle. Et je me suis dit, oui, là, on touche quelque chose du doigt. C'est qu'avec l'intelligence artificielle, il faut qu'on re-questionne ce qui fait notre humanité pour se repositionner par rapport à ce qu'on attend de l'intelligence artificielle. Question absolument essentielle. Laurent, est-ce que tu veux apporter? Oui, tout à fait. Je vais être très bref, mais sur un point que je trouve extrêmement important. Je crois d'ailleurs que Nicolas et moi sommes d'accord là-dessus. Mais Nicolas précise bien si ce n'est pas le cas. Hein. Moi, j'ai envie de dire très clairement qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ou alors, il faut définir le mot d'intelligence par du calcul, de la combinatoire, des combinaisons. Mais s'il s'agit de poser, par exemple, une question de sens, s'il s'agit de se demander ce qu'on doit faire dans sa vie, s'il s'agit de définir des priorités, des urgences, des choses importantes, s'il s'agit de prendre du recul pour, par exemple, comme on dit tellement à l'heure actuelle, déconstruire des évidences et interroger le réel et se demander, mais ma vie va avoir du sens si quoi, ça n'a aucun sens pour une machine. Et donc, les machines, qu'est-ce qu'elles font? Elles combinent, elles calculent extraordinairement bien, là, je ne le nie pas une seconde, toutes sortes de données qu'on leur donne, mais elles ne choisissent pas les données, en tout cas autant que je puisse croire le savoir jusqu'ici, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de travail de priorisation, à moins qu'on inscrive un algorithme de priorisation, mais qu'elles suivent. Et donc, la question de savoir ce que c'est qu'une intelligence artificielle, pour moi, n'a pas beaucoup de sens. Il y a du calcul artificiel. Et du coup, j'étais très content que Nicolas veuille bien faire le bouquin avec moi parce que, du coup, on questionnait ces choses-là dans le livre. Après, c'était un point sur lequel on a beaucoup débattu, Laurent, puisque pour moi, l'intelligence artificielle est un terme de vocabulaire qui désigne un concept bien particulier qui est effectivement du calcul. Donc, s'il y a un point sur lequel nous sommes bien d'accord, Laurent et moi, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas d'intelligence, on parle de calcul. Donc, si je vous comprends bien et que je pousse ce que vous dites un petit peu loin, on retombe au péché originel, qui est celui d'avoir appelé intelligence artificielle cet exercice de pensée en 1956 qui consistait à regrouper des chercheurs pour réfléchir aux manières dont des systèmes de calcul automatique pouvaient simuler ce qu'on savait à l'époque des fonctionnements du raisonnement, pas du cerveau, mais du raisonnement humain, pour automatiser un certain nombre de ces tâches dites cognitives. Donc là, on est dans ce que beaucoup appellent le glissement sémantique, générateur de fantasmes, comme tu le disais, Laurent, absolument considérable. Et au-delà, avec l'arrivée de l'IA générative, une forme d'anthropomorphisme inévitable et extrêmement dommageable. Et donc, moi, ce que j'aurais bien aimé, et en plus nourri par les concepteurs de ces systèmes qui surfent sur cette peur que l'anthropomorphisme projeté sur le terme et soutenu par l'IA générative, entre autres, provoque. Comment on s'en sort? Comment on rectifie le tir avec le grand public? Nicolas? Alors ça c'est une question dure, ça c'est une question vache. Parce que si je savais comment rectifier le tir, je serais moins inquiet. La raison pour laquelle j'ai commis mon premier livre et pour laquelle j'ai continué ensuite avec Laurent, c'est justement parce que je suis très inquiet sur la position du grand public vis-à-vis de ces technologies. Chaque fois que je fais un séminaire, je ressors ravi parce que tous les gens que je vois me disent « Ah, c'était très clair, monsieur Sabouret, on a compris comment ça marchait et ça a démystifié beaucoup de choses. » Donc, c'est super, c'est que ça marche. Quand on explique aux gens, ça marche. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais un séminaire, je rencontre que des gens qui, jusque-là, étaient mystifiés et qui sont très heureux d'être démystifiés à l'issue du séminaire. Mais du coup, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je m'aperçois que la tâche est immense. On est en train d'essayer de vider l'océan avec une petite cuillère.
Donc, voilà. Donc, je ne sais pas comment on peut faire pour vider l'océan plus efficacement qu'avec une petite cuillère. Si je peux prendre le relais, j'aime beaucoup ce que Nicolas vient de dire. Et en fait, on peut dire, Benoît, et c'est peut-être de nature à rassurer tout le monde, on ne rencontre pas de problèmes nouveaux avec les technologies et avec l'IA. On rencontre des problèmes classiques, complètement classiques, anciens, éternels peut-être à l'humanité de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des sachants dont ne fait pas partie Nicolas pour le coup, qui cachent ce qu'ils savent, ou qui sont très contents de faire croire que ce qu'ils savent renvoie à des compétences mystérieuses dont on ne sait pas de quoi, à qui elles tiennent et autres. Et puis il y a ceux qui sont amusés par ce déséquilibre du savoir. Mais ça, c'est éternel. C'est-à-dire qu'en philosophie politique, on observe depuis l'avènement même de l'humanité, il y a toujours eu des tensions entre les sachants d'un côté et les non-sachants de l'autre. Et pourquoi l'IA n'est pas un problème ou une question technologique, c'est parce qu'elle est d'abord une question humaine. La question de savoir comment se répartissent des compétences, qui sait quoi, qui sait vraiment quoi jusqu'où, et pourquoi faire. Et ça, ce ne sont pas des questions technologiques. Enfin, les technologies sont là pour nous aider à peut-être y répondre, mais en tant que moyen, les questions sont fondamentalement humaines. Et rien qu'à dire ça, moi j'espère, à la façon dont Nicolas vient de le dire pour ses propres séminaires, j'espère que problématiser la question, comme je tente de le redire maintenant, aide à dégonfler la baudruche, en se disant « Ah, mais en fait, c'est vrai, il n'y a que des questions, en fait, liées à ce que nous voulons faire ou nous ne voulons pas faire. » Et la question de savoir qui est nous se pose immédiatement. Il y a eu une rencontre, je me permets de l'évoquer, organisée par le MetaLab avec l'entreprise OnePoint, sur la question de savoir comment on peut, entre une explosion d'innovation technologique d'un côté, du côté de l'IA, et de l'autre côté, une explosion de réglementation tentant de tempérer l'explosion des innovations, la question a été de savoir, mais comment on peut éveiller la conscience des citoyennes et des citoyens? Et bien ça, c'est la question fondamentale. Et du coup, je crois, Benoît, qu'on répond à ta question sur le bouquin en disant, Nicolas, sous ton contrôle, hein, nous avons voulu faire un livre qui aide à réveiller les gens, vous et moi, l'ordinaire, le banal de chez banal, mais à réveiller tout le monde et à se dire, mais les technologies ne nous transcendent pas, les technologies ne sont pas au-dessus de nous, les technologies dépendent des usages que nous voulons bien en faire. Et du coup, ça revient à une question d'éducation. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas difficile et que ça ne revienne pas à, comment tu disais, Nicolas, vider l'océan avec une petite cuillère. Hein. Mais il y a un travail d'éducation à faire. Voilà moi, la manière dont je formulerais volontiers. Et la question que j'ai, alors juste une petite parenthèse, on commence à avoir des questions dans le chat, mais je les suis, mais on va pas y aller tout de suite, parce que je pense qu'elles viendront un peu plus tard dans le débat. Pour rebondir sur ma question précédente et sur vos réponses, vous dites dans le livre, vous faites un parallèle dans le livre au niveau du pouvoir détenu par les sachants, et vous parlez des non-sachants qui sont ravis d'écouter et d'obéir à des sachants et qui n'ont pas forcément envie de se poser la question de la vérité ou du libre arbitre. Et donc, vous établissez un parallèle entre cette structure qui était traditionnellement très politique et vue dans les gouvernements et qui peut amener aux dictatures. Et là, on voit apparaître des technologistes ou des technologues, des concepteurs de systèmes technologiques, en particulier en IA, qui détiennent le même genre de pouvoir, parce qu'il leur suffit de dire pour que la masse suive, même si la vérité n'est pas forcément là. J'aimerais vous entendre peut-être brièvement sur le risque que constitue ce nouveau pouvoir en quelque sorte, ce qui est assez inconnu dans l'histoire. Vous me contredirez peut-être, mais je n'ai pas le sentiment qu'un tel pouvoir ait été rassemblé entre les mains des non-politiques. C'est-à-dire jusqu'à présent, les politiques savaient s'accaparer le pouvoir des sachants et le mettre à leur service. Là, on est dans un phénomène différent où on voit un sachant, entre guillemets, comme Elon Musk,
ou comme Sam Altman, ou comme d'autres, qui partent avec leurs agendas propres et sans aucun contrôle sociétal, politique. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle forme de pouvoir? Est-ce que c'est dangereux, risqué? Est-ce que ça va s'étioler? Est-ce que ça va rentrer dans l'ordre? Nicolas, comme tu veux. Non, non, tu peux commencer, Laurent. J'ai des éléments de réponse, mais c'est une question très compliquée que vous soulevez, Benoît. Laurent, comme tu veux. Vas-y. Allez, vraiment, écoute, on va se faire des politesses à la britannique. Allez, j'y vais rapidement. D'abord, Benoît, la question est essentielle et en termes de pensée politique, on peut l'exprimer en disant que le monde économique devient bien plus puissant que le monde politique sur beaucoup d'aspects. Et là, malheureusement, ce que tu viens d'évoquer est un vrai problème. C'est-à-dire que des entreprises dont les intérêts sont privés et non pas publics ont plus de puissance que bien des États. Ça s'est vu en Australie il y a à peu près un an à propos justement de Google, etc. Donc, il y a un vrai problème là-dessus. Le deuxième point, tout à fait important, c'est qu'on ne peut jamais préjuger de l'avenir. Une raison très simple que j'aime beaucoup souligner, c'est que comme l'avenir n'est pas encore là, il n'existe pas encore, et donc personne ne le connaît. Et quand on présuppose que l'avenir ne peut être qu'une catastrophe, on fait, comment dire, on fait une faute logique fondamentale. On ne peut pas connaître l'avenir. Et j'aime beaucoup ajouter que nul n'est à l'abri d'une bonne surprise. L'humanité n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Troisième chose, des gens aussi puissants que Elon Musk ou Google ou le GAFAM ont commencé tout petit. Et donc, il faut fondamentalement faire une confiance tout aussi fondamentale aux petits événements qui ont lieu maintenant, qui peuvent devenir très grands et qui peuvent servir une véritable éducation par rapport à ce que nous disons maintenant. Maintenant, dernier point, Benoît, ta question est tout à fait importante, c'est que c'est dans l'attitude des technologues, comme tu as dit, ou je ne sais pas quel mot on peut utiliser, mais c'est dans l'attitude qu'il y a une éducation à faire. Ça veut dire que le travail d'éducation doit commencer auprès des ingénieurs, auprès des concepteurs, dans les écoles de conception. Et qu'est-ce qu'il faut apprendre à ces humains, très humains? C'est que ça n'est pas parce qu'eux pensent qu'ils ont une solution pour les autres que c'est nécessairement la bonne solution. Et il est capital de se demander quel est le problème auquel je dois répondre avant d'apporter une solution. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que le monde de l'IA et des technologies peut-être en général, mais est habité très profondément par l'idée de dire j'ai une solution, d'ailleurs achetez-la, ça me rapportera beaucoup d'argent, mais j'ai une solution et je me fiche de votre problème. Je ne m'intéresse pas à ce qui est le problème pour vous. Alors qu'un vrai travail consisterait à se demander, voyons voir, quel est le problème qu'il nous faut résoudre? Et à partir de là, dans quelle direction faut-il chercher la solution? Alors qu'actuellement, on est dans une pléthore d'offres de solutions et on ne sait plus à quel problème ça se rapporte. Et ça, c'est un problème quasiment lié à ce que tu as évoqué, qu'on a en effet écrit dans le livre, hein, une question politique qui va jusqu'à la notion de dictature, parce que qu'est-ce qui se passe dans une dictature? C'est le gouvernant qui veut servir son pouvoir, il dit au gouverné, je suis votre solution, mais sans demander quel est le problème des gouvernés. C'est, je crée le problème que je résous, et de toute façon, obéissez-moi, je sais quel est le bien pour vous. Eh bien, l'attitude est la même. Et c'est ça qu'il faut arriver à déconstruire quand il s'agit de technologie. J'espère que je n'ai pas été trop obscur dans ma réaction sur le point. Voilà, j'ai fini pour l'instant. Je voulais juste te dire que alors je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, Laurent, sur les solutions à des problèmes qui ont été en fait fabriqués pour des raisons économiques. Et en fait, j'allais commencer ma réponse de la même manière que toi, qui est de dire qu'on a eu un glissement historique. Alors, ce n'est pas un glissement récent, parce que je pense que par le passé, dans l'histoire de l'humanité, ça a déjà existé, mais on avait, disons, pris l'habitude que le pouvoir soit donné à des structures
politique et non plus économique. On avait commencé à instaurer ça dans les démocraties occidentales en particulier, alors même si ce n'est pas toujours le cas, qu'il y a des oligarchies partout, mais on avait un peu ce sentiment-là. Et l'histoire économique récente a inversé un peu la tendance et a redonné du pouvoir à des groupes privés. Elon Musk est une construction économique de l'État américain, il ne faut pas l'oublier. Hein, il a reçu énormément de subventions pour démarrer ses activités dans le spatial. Voilà, bon, il avait effectivement à son actif d'avoir réussi dans les technologies numériques sur Internet, mais c'est pas le seul, mais il a été aussi énormément soutenu. À un moment, il y a des choix politiques qui ont été faits en sa faveur et qui font d'Elon Musk aujourd'hui un acteur puissant. Mais être puissant n'autorise pas à dire n'importe quoi. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces puissants s'arrogent la permission de décider et d'affirmer des tas de choses sans aucune légitimité scientifique, autre que leur réussite, qui est par ailleurs brillante, mais qui, voilà, on a eu la même chose avec des scientifiques aussi par le passé. Hein. En France, on a, je pense tous, plusieurs exemples en tête de personnes qui ont réussi dans un domaine scientifique et qui, du coup, se sont crus avoir le droit d'avoir un avis sur un autre domaine scientifique que le leur. Et donc, la réussite ne légitime pas la parole. Et je pense que ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Elon Musk a réussi économiquement, avec l'aide en l'occurrence aussi d'autres acteurs, mais il a réussi économiquement. Ce n'est pas pour autant que ce qu'il dit sur l'intelligence artificielle est vrai. Alors, c'est compliqué, ça pose problème, ça, parce que qui sommes-nous pour dire à ces gens-là, vous ne pouvez pas parler parce que votre réussite n'est pas suffisante pour que vous ayez une légitimité. Attention, Benoît, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas parler. Je dis qu'il faut qu'ils aient des contradicteurs. Il faut qu'on puisse leur opposer l'approche scientifique qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils parlent sur la base d'une légitimité d'audience. Hein, ils disent « j'ai réussi, donc on me donne la parole, donc je m'exprime », ce qui est normal. Mais il est aussi du rôle des sociétés de mettre en face des gens qui peut-être n'ont pas réussi aussi brillamment, mais sont très compétents dans leur domaine et peuvent dire non, on ne peut pas affirmer ça. Quand Elon Musk, il y a quelques années, parlait de singularité, il y a heureusement des scientifiques qui ont dit mais c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas. C'est un Là, nous concept sommes inventé. typiquement dans la question de la mystification. On est parfaitement d'accord. Hein. Et il faut pouvoir répondre, il faut que la réponse puisse être audible et compréhensible. Et c'est difficile de faire des réponses compréhensibles, surtout chez les scientifiques qui ne sont pas habituellement des grands communicants. C'est pas notre force. Voilà, je pense vraiment qu'il ne s'agit certainement pas d'interdire à des gens qui ont réussi de s'exprimer. Il s'agit de pouvoir leur répondre en leur disant « ce que vous dites est certes intéressant et fait rêver, mais ce n'est pas la réalité de ce que dit la science ». Ce qui pose la question de l'autorité de la science, et ce qui pose une question également que vous adressez dans le livre, peut-être pas tout à fait dans les mêmes mots. Vous dites le rêve de fabriquer des post-humains, parce que quand on parle de singularité, on parle aussi de transhumanisme, et c'est le même mouvement, et souvent d'ailleurs accolé au rêve de se débarrasser de ce qui fait l'ambivalence, l'ambiguïté, la douleur de l'homme et de l'humanité. Ce rêve transhumaniste est très répandu chez les concepteurs des systèmes de technologie modernes, on le sait, et à partir de mon expérience dans la Silicon Valley, 17 ans, il est très clair que la plupart de ces gens-là n'ont pour référence très souvent, ça s'arrête à la science-fiction. Donc, ça pose la question un peu du pouvoir narratif donné à des gens qui comprennent mal peut-être la société. Et je crois que c'est Robert Reich qui allait beaucoup plus loin et qui disait que récemment, dans une interview, professeur à Stanford, un des responsables du Stanford Center for AI, qui disait
que dans cette population-là, il y a énormément de gens dont le cortex frontal n'a pas eu le temps de se développer correctement, et donc c'est difficile pour eux de comprendre les enjeux sociétaux de leurs travaux. C'est compliqué quand on se retrouve dans cette situation en tant que société où on a des gens qui ne sont pas prêts finalement à avoir cette puissance, qui l'ont entre les mains. Encore une fois, moi je suis très tourné solution, donc je vais vous embêter un peu sur les solutions parce que je partage la plupart de vos constats, mais comment on avance à partir de là? Comment on fait en sorte que, vous parlez de prise de distance dans le livre aussi, de la prise de distance indispensable par rapport à la technologie. Est-ce que finalement, il faut accepter qu'il y ait 1 ou 2 générations perdues et que collectivement, on s'assure que cela ne se produise plus, c'est-à-dire que à l'école, dans les établissements d'enseignement, en France et partout dans le monde, on établisse cette prise de distance et ces références de manière à ce qu'il n'y ait pas des gens qui partent comme ça en flèche sans sens développé de la société et donc des conséquences de ce qu'ils font. Alors, je vais te chatouiller un peu, si je peux me permettre, Benoît, sur ce point, parce que je pense que la question est comment dire, elle pâtit de la même difficulté que celle du rêve d'être impeccable. On ne pourra pas arriver à quelque chose d'impeccable. Je fais un tout petit détour, qu'on a évoqué d'ailleurs dans le bouquin, il est à un moment donné ou à un autre évoqué. Albert Camus, en 1951, fait paraître son bouquin « L'homme révolté ». Et il crée un scandale parce qu'il met sur le même plan communisme et nazisme en particulier. Et les communistes de bonne foi, véritablement humanistes, hurlent contre Camus et disent « c'est vraiment inadmissible », etc. Et Camus, dans le bouquin, dit en fait la chose suivante. Le grand problème des grandes révolutions du XXe siècle, quelle que soit leur idéologie, j'insiste bien, quelle que soit leur idéologie, c'est d'avoir voulu être mondiale, définitive et nous permettant de faire table rase du passé. Et on peut observer 2 choses. Le fantasme transhumaniste qui consiste à dire, grâce aux machines et à l'IA, on va se débarrasser de l'ambivalence inhérente à l'humanité de manière définitive, et ça nous permettra de faire table rase du passé. Le risque, c'est que ça provoque la même chose que ce que Camus identifie dans L'homme révolté, que ça conduise à une forme de terrorisme. Et là, le terrorisme ne serait pas un terrorisme d'État localisé, ça serait un terrorisme mondial, parce qu'appartenant à la société entière. C'est-à-dire le rêve de perfection nous permettant de nous débarrasser de la notion même d'ambivalence conduirait à la catastrophe. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on rêve d'une solution à ce problème que nous évoquons ce soir, une solution dont moi je comprends bien qu'on puisse dire, mais ça serait bien quand même qu'on y arrive de manière massive, on fait le sacrifice de 2 générations comme tu viens d'évoquer, et enfin on est propre sur soi, mais non, c'est ça qu'il faut arrêter de rêver, parce que ce raisonnement il est binaire dans notre sens à tout le monde, 1 ou 0, mais on est constamment dans l'ambivalence. Et ce qu'il faut réapprendre à reconnaître, c'est que l'ambivalence, ce n'est pas nécessairement un problème. L'ambivalence, ça peut être une note musicale extrêmement subtile au cœur d'une symphonie. L'ambivalence, ça peut être un sourire au cœur d'une relation tendue. L'ambivalence, ça peut être un espoir au cœur d'une catastrophe, etc., etc., etc. Il faut qu'on réapprenne le sens de la nuance. Il y a d'ailleurs un bouquin qui est sorti il y a 1 an là-dessus, tout à fait remarquable, je n'ai plus le titre en tête, mais nous devons réapprendre le sens de la nuance et la vie n'est pas scandée entre 1 ou 0. Et croire que c'est soit la catastrophe, soit la perfection, ça alimente la catastrophe. Et donc, nous devons réapprendre, par exemple, moi je transformerai bien ta question, après je m'arrête, en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire localement pour commencer à désadhérer par rapport aux fantasmes, par rapport aux technologies? Eh bien, ce soir, c'est un de ces efforts. Et aussi petit soit-il, moi j'y crois. Aussi petit soit-il. J'y crois, sinon j'aurais arrêté d'enseigner, y compris l'éthique et tout ça. C'était plié, quoi. Mais je crois que c'est capital de continuer. Voilà, mes excuses de m'emporter, mais ça me semble très important. Ta question était essentielle, il me semble. Voilà. Merci de ta réaction. C'est toujours un grand plaisir de t'entendre dans ta conviction. Tu
tout à fait convaincant. Nicolas? Oui, alors d'abord, je pense que Laurent a aussi donné dans sa réponse, enfin dans sa remarque, un élément de réponse. C'est qu'effectivement, l'un des messages qu'on essaie de faire passer à travers ce livre, c'est que si on veut dépasser cette question ou cette approche technophile contre technophobe de l'IA qui ne mène nulle part, il faut effectivement remettre de l'ambivalence, arriver à accepter que l'IA est à la fois un outil merveilleux et en même temps quelque chose qui ne fait pas de miracle. Enfin, donc arriver à garder de la mesure, je pense que garder de la mesure est quelque chose de très important et ça c'est notre rôle, nous tous, alors parce que vous êtes nombreux, j'imagine, dans la salle à être, comme Laurent et moi, enseignants dans des structures d'enseignement supérieur. Donc c'est notre rôle à tous et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est engagé. Mais je pense qu'il y a quand même un autre élément de prise de conscience qui peut être utile, c'est d'essayer d'être un tout petit peu moins naïf vis-à-vis des gens qui s'expriment sur des sujets. C'est-à-dire que oui, la science-fiction a été un guide pour pas mal de gens qui n'a pas permis de prendre conscience toujours de la complexité du monde et en même temps, c'est humain de vouloir des choses simples parce que c'est fatigant de réfléchir en permanence et c'est normal. Donc oui, on peut effectivement se dire, tous ces gens dans la Silicon Valley, ils ont trop lu Asimov et en fait, ils auraient mieux fait de lire un petit peu les Rousseau et peut-être qu'ils comprendraient mieux l'humanité. Mais il y a aussi chez ces gens, enfin chez chacun d'entre nous, hein, donc tous les scientifiques qui font des technologies, des objectifs propres, personnels, parfois économiques, parfois sociétaux, hein, pour des raisons bonnes ou mauvaises. Enfin, chacun a son espace de valeur, sa propre éthique, sa propre morale. Mais chacun d'entre nous, dans nos discours, on a des vues qui parfois ne sont pas juste des rêves, mais qui ont des objectifs très pragmatiques. Et donc, quand un dirigeant d'une grande entreprise dit « Ouh là là, il faut faire une pétition pour ralentir l'IA pendant 6 mois, parce que comme ça, moi, pendant ce temps, je vais pouvoir développer ma propre entreprise pour rattraper les autres », bon, il ne faut pas être naïf. Je veux dire, la question, elle n'est pas éthique, elle est purement économique. Et je pense que nous sommes, malheureusement, chacun d'entre nous, alors moi sur l'IA, je le suis moins parce que je connais bien le sujet, mais nous sommes sur des sujets que nous ne connaissons pas, un peu naïfs, parce qu'on n'a pas trop envie de se poser de questions. Et ce que je pense que la piste qu'il faut qu'on explore, c'est comment faire en sorte d'être moins naïf a priori. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir être sachant dans tous les domaines, c'est impossible. Chacun d'entre nous aura son domaine d'expertise ou sait quelques domaines d'expertise pour ceux qui font plus d'études, mais on ne peut pas être expert en économie, expert en écologie, expert en informatique, expert en physique nucléaire, c'est impossible. Donc il va falloir faire confiance aux gens. Comment faire confiance aux gens tout en sachant démêler dans le discours des gens ce qui relève de l'expression de faits, d'éléments scientifiques, et ce qui relève de valeurs, de convictions, de préférences, qui sont aussi notre humanité, hein, qu'il ne faut pas retirer. Il ne s'agit pas de supprimer, surtout pas, ne supprimons pas nos failles humaines, mais comment être conscient qu'elles sont là et comment les identifier. Alors, j'allais y venir. Merci Nicolas pour le, merci Nicolas pour le passage de témoin sur le sujet de la faillibilité humaine. Mais c'est un des sujets que vous abordez dans le livre tous les deux qui m'a peut-être le plus interpellé. C'est celui où vous dites la faillibilité humaine, loin d'être un problème, est une ressource. Alors, on peut comprendre beaucoup de choses derrière cette phrase. Et je me demandais si vous essayeriez à expliciter un petit peu pour notre audience en quoi est-ce que la faillibilité humaine est une ressource plutôt qu'un problème, en particulier dans le contexte de l'IA et des systèmes apprenants tels les grands modèles de langage. Alors, je pense que, Laurent, tu veux peut-être commencer par parler de la faillibilité humaine, puisque c'est un point que tu as très bien introduit avec la controverse de Perovec. Et puis après, j'essaierai de voir si j'arrive à trouver quelque chose d'intéressant à dire sur les modèles de langage. Ah ben ça, tu auras des choses intéressantes à dire. Mais moi je commencerai de manière un peu plus large, mais très, très brièvement. Benoît, pour ta question, hein, c'est
nous savons de mieux en mieux que notre humanité est faite d'une forme de prématurité. C'est-à-dire que même quand nous naissons à terme, nous ne sommes pas prêts du tout à vivre dans un environnement donné. On peut le dire autrement en disant que notre mémoire biologique est extrêmement pauvre par rapport à celle des animaux. Ça veut dire qu'on a besoin de 10, 20, 30 ans d'éducation, de formation pour apprendre à vivre. Et encore, certains disent que c'est toujours déjà trop tard. Je ne crois pas, mais en tout cas, il nous faut beaucoup de temps pour apprendre à vivre. Quel est l'enjeu? C'est que c'est une énorme vulnérabilité. Nous ne naissons pas prêts à vivre. Mais en même temps, c'est une énorme force. Et on peut déplacer le terrain du vocabulaire de la vulnérabilité vers celui de la faillibilité. C'est que nous nous trompons. Nous ne sommes pas naturellement adaptés à un environnement donné. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que nous nous adaptons infiniment à toutes sortes d'environnements. Et donc, cette faiblesse, cette faillibilité, cette vulnérabilité initiale nous dote d'une capacité d'adaptation extraordinaire par rapport aux animaux que nous sommes pourtant. Nous avons une mémoire biologique minimum. Et donc, on peut de ce point de vue-là dire que la faillibilité humaine est une énorme force en tant qu'adaptabilité. Et maintenant, du coup, je bascule sur ce qu'évoquait Nicolas, une controverse Perrault-Weick, le plus brièvement possible. Un auteur américain, Charles Perrault, publie en 1984 un livre qui s'appelle « Accidents normaux », dont la thèse consiste à dire « il y aura inévitablement des tragédies liées au fonctionnement des nouvelles technologies dotées de IA parce que on ne peut pas inscrire dans les machines l'avenir, or l'avenir sera tôt ou tard imprédictible, imprévisible. Et donc, il y aura des données qui vont rentrer dans les systèmes que les systèmes ne pourront pas analyser. Et les systèmes seront tellement sophistiqués de plus en plus et tellement bien faits que par un effet domino, le moindre grain de sable provoquera tôt ou tard une catastrophe. Et donc, il prend des exemples, centrales nucléaires, etc., etc. Et Weick répond, Charles Perrault a parfaitement raison, malheureusement, il y aura des accidents normaux, sauf que Charles Perrault oublie un point, c'est que les systèmes techniques ne sont jamais seuls, ils sont toujours des systèmes socio-techniques ou humano-techniques, c'est-à-dire qu'ils sont conçus par des humains, ils sont entretenus par des humains, ils sont utilisés par des humains et ils peuvent être débranchés par des humains. Ça veut dire que Weick dit la vulnérabilité ou la faillibilité humaine, elle est en même temps ce qui peut interrompre la mécanique catastrophique qui conduit automatiquement aux accidents normaux. Grâce aux humains, on a de la flexibilité dans les systèmes. J'espère que j'étais assez clair, je m'arrête là, mais c'est là la réponse de Weick à Charles Perrault. J'ai juste rajouté 2 mots, mais parce que je ne voudrais pas être trop long. Je vois qu'il y a beaucoup de questions très intéressantes. On voit les questions passer dans le chat. Elles sont très intéressantes, donc je voudrais qu'on ait aussi le temps pour les questions. Donc, je vais être très court pour dire sur les modèles de langage. On est typiquement dans ce que vient d'expliquer Laurent. C'est-à-dire que les modèles de langage, pour des raisons mathématiques qu'on pourra développer plus tard si nécessaire, mais feront des erreurs. C'est impossible. Enfin, tout système d'IA, il faut juste être conscient de cette chose-là. Tout système d'IA fait des erreurs. C'est obligé. Le contraire nécessiterait de violer quelques lois mathématiques. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Ça ne marche pas. Donc tout système d'IA fait des erreurs. Et on le voit bien quand on utilise ChatGPT, il y a des tas de trucs rigolos qu'on arrive à obtenir avec ChatGPT. Si on est un petit peu malin, on lui fait dire n'importe quoi et voilà, ça permet de faire le buzz sur Internet. Tu peux donner l'exemple du canard? Oui, si vous demandez à ChatGPT si le lait de canard est bon pour la santé, vous aurez une très belle réponse. Il vous a expliqué que le lait de canard, qui est moins répandu que le lait de vache, a telle et telle propriété nutritionnelle. Bon, voilà. Mais c'est normal, en même temps, il répond, enfin, il fait ce qu'on lui a demandé de faire, il génère du texte, il parle du lait de canard, qui est un truc qui n'existe pas, mais après tout, pourquoi pas, quoi. Comme il ne sait pas qu'un canard, enfin, voilà, c'est normal qu'il réponde ça, il fait son travail, mais du coup, de notre point de vue, c'est une erreur. Mais justement, ce qu'il y a de génial, c'est que dans un système, dans un modèle de langage génératif, on va avoir des erreurs qui sont produites. Et ce qui est un peu super, c'est que les machines qui vivent dans ce monde du calcul, quand elles génèrent des erreurs, la plupart du temps, ce n'est pas toujours vrai, mais c'est souvent vrai,
Ce sont des erreurs énormes pour nous, grossières, scandaleuses. Je vais raconter une anecdote moi qui me tient beaucoup à cœur. La défaite en 97 du champion du monde d'échecs face à Deep Blue. Donc Kasparov a perdu face à Deep Blue, il est très en colère. Il a même accusé au début les ingénieurs d'IBM d'avoir triché. Il y a eu plusieurs parties qui ont été jouées et sur l'une des parties qui a été quand même la partie décisive puisque c'est celle où il aurait pu remporter la partie et finalement il a fait un nul. À un moment, la machine joue un coup complètement mauvais, mais extrêmement mauvais, scandaleusement mauvais. Et Kasparov ne croit pas que la machine peut se tromper. Elle ne croit pas qu'on puisse jouer aussi mal, c'est impossible. Et donc il se dit, il y a un truc que je n'ai pas vu. Donc il cherche et comme il ne trouve pas, par précaution, il joue un coup timide. Et ce coup timide l'amène au match nul. Donc il se dit, j'assure le nul plutôt qu'une victoire. Là. Pour moi, il y a une victoire, je ne comprends pas, j'ai loupé un truc, donc j'assure un nul. Et en fait, non, la machine s'était trompée. Il y avait une victoire. Et voilà, c'est ça qui est génial, c'est que les machines, quand elles se trompent en IA, elles font souvent des erreurs qui sont gigantesques. Donc, la faillibilité de l'humain, dont parlait à l'instant Laurent, va nous permettre de rattraper l'erreur de la machine. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il faut faire des systèmes socio-techniques avec des humains et des IA. Parce que l'IA, la plupart du temps, fera mieux que l'humain, mais quand elle va se tromper, l'humain pourra le rattraper. Et en général, on va vite s'en rendre compte. On est un petit peu dans c'est ça, dans la projection d'infaillibilité. Il y a toute une partie dans le livre que je recommande, encore une fois, sur l'approche statistique de ces systèmes-là et le défaut de traitement de la petite partie des cas qui ne marchent pas. Moi, je suis convaincu depuis le début que le véhicule autonome de niveau 5 ne peut pas mathématiquement exister. On a une vidéo qui circule en ce moment beaucoup sur Internet des gens qui sont dans une Tesla sans conducteur. Et il y a le policier américain qui lui indique de se garer là, mais la Tesla, elle ne sait pas quoi faire de ce geste-là. Elle n'a pas été entraînée pour. Et puis, les policiers américains sont très créatifs des fois dans leur signalement. Je parle d'expérience. Avant, on va effectivement garder pas mal de temps pour les questions qui sont, Nicolas le soulignait, très intéressantes. Il y a deux choses que j'aimerais tirer du bouquin, que j'aimerais que vous adressiez un petit peu. Il y a d'abord, à un moment, vous parlez des différences entre les humains avec un grand H et les machines technologiques. Et je crois que votre message, c'est qu'on a souvent tendance à oublier que la pensée, ce n'est pas seulement du calcul, que dans nos vies, on pense en permanence et que ces pensées sont alimentées par tout un tas de choses qui relèvent plus de la perception que de la logique. Et donc, vous parlez des émotions et du rôle des émotions. Et vous dites, les machines ne peuvent pas avoir d'émotions car elles n'ont pas de corps. Alors, ça, j'imagine que si Laurence de Villers était avec nous, elle aurait probablement quelque chose d'intéressant à répondre à ça. Mais moi, ma question, elle va au-delà de l'émotion. Elle dit, qu'est-ce que vous pensez de choses comme l'intuition, comme l'intégration du savoir et de l'expérience collective, l'héritage culturel qu'on absorbe à travers toute notre vie, des réalités vécues, des lois de la physique. Et là, je me rapproche un petit peu peut-être de Yann Lequin qui parle beaucoup de modèles du monde dans les nouveaux modèles d'apprentissage. Est-ce qu'il y a... C'est quoi les limites de ces systèmes qu'on voudrait qu'ils soient capables d'appréhender les émotions, l'intuition, etc., outre le fait qu'il faudrait d'abord arriver à les comprendre pour les modéliser et les rendre numériques. Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites physiques et j'allais dire presque connexionnistes à ces efforts-là? La question, elle est directement adressée à ceux qui pensent que les prémices d'une IA généralisée sont apparues avec ces systèmes, évidemment. Je pense que c'est vraiment deux questions différentes. Sur la question des émotions, donc Laurence de Villers, qui travaille à 5 bureaux d'ici, de là où je travaille, sera tout à fait d'accord avec notre propos sur le lien entre émotion et corps. Je me souviens d'une conférence où on était tous les deux, où c'est elle qui, la première, justement, à l'époque, m'a dit « Mais attention, pas de corps, pas d'émotion ». Et
Voilà, ça c'est vraiment un truc important dans la littérature sur les émotions en psychologie depuis que la discipline existe, depuis la fin du 19e siècle en l'occurrence. On sait que l'émotion, c'est un mot qu'on met sur en fait un ensemble de phénomènes physiologiques. Donc, c'est pas j'ai peur donc je m'enfuis, c'est je m'enfuis, donc c'est que j'ai peur. Okay. Et donc, sur les émotions, on est sur quelque chose de très particulier qui est vraiment très propre à l'humain. Sur l'intuition, je serai moins définitif parce que je trouve que, justement, l'un des gros progrès des réseaux de neurones avant les réseaux génératifs, parlons de rien que les plongements, un word-to-vect. Donc, qui est l'idée de transformer un ensemble de termes ou un terme en un vecteur à n dimensions dans un espace abstrait. Un espace qui n'a pas de sens pour nous les humains, mais qui est un espace vectoriel. Donc le fait de transformer comme ça des termes en sens, et ces sens sont des phénomènes complètement abstraits, permettent de capturer une certaine forme d'intuition. Et donc, on le voit d'ailleurs avec ce que sont capables de produire les modèles de langage, parce que ce qui est bien avec le langage, c'est que ça permet de raccrocher à des choses que nous faisons en tant qu'humains, plus que les algorithmes génératifs d'images qui forcément semblent moins. Enfin, les humains fabriquent assez peu d'images, à moins d'être dans ce métier-là, mais globalement, c'est pas quelque chose que nous faisons quotidiennement. Avec les algos génératifs de langage, on voit bien que parfois, le générateur ChatGPT, par exemple, sort une suite de termes qui font sens et qui révèlent d'une certaine intuition. Je reprends l'exemple du lait de canard. Quand le ChatGPT répond « le lait de canard est moins répandu que le lait de vache », bon, c'est faux. Enfin, c'est faux, c'est pas faux, c'est absurde. Mais ça révèle une certaine intuition. J'imagine bien qu'un enfant qui ne sait pas que les canards ne peuvent pas produire de lait répondrait bien quelque chose comme ça. Et on dirait, bon, intuitivement, il n'a pas si mal répondu que ça. Et donc, je pense que oui, on commence à capturer, on sait capturer des choses qui sont de l'intuition, qui sont de la connaissance générale. La différence, c'est qu'on ne le fait pas comme le font les humains. On le fait en ayant entraîné la machine avec tout ce qu'il y avait sur Internet. Il faut imaginer la quantité de choses qu'on a dû injecter dans la machine. Un enfant, vous lui montrez un chat 2 fois dans un livre, il croise un chat dans la rue, il dit chat. D'accord ? Pour qu'une machine fasse ça, il faut lui montrer des milliards d'images de chats. Sans être long, pour bien laisser la place aux questions, moi j'ai envie de réagir sur cette question-là en disant, mais à quoi ça sert? Pourquoi veut-on que les machines soient capables de faire ce que les humains font et jusqu'où? Donc la question de fond, il faut la déplacer. On veut imaginer que les machines ont de l'intuition, par exemple. Pourquoi? Qu'elles ont de l'émotion, pourquoi? Un exemple dans le livre qui est traité, que d'ailleurs dont Nicolas m'a informé, c'est qu'on parlait de la capacité de la part des machines à simuler des émotions, et on sait que ça peut être utile dans des situations affectives très problématiques pour des personnes âgées, par exemple, etc. Mais pourquoi remplacer les humains par des machines? C'est que nous ne serions plus capables de relations affectives? Là, la question, elle est capitale, hein. Nous ne sommes plus capables d'éduquer les humains à avoir des relations, par exemple, de tendresse et d'amitié et d'amour, et du coup, il nous faut inventer des machines. La question n'est pas de savoir si les machines peuvent le faire, la question est de savoir, mais pourquoi nous ne savons plus le faire? Et la question est dramatiquement humaine, hein. Elle n'est pas du tout technologique. Est-ce que c'est une question collective ou est-ce que c'est une question pluri-individuelle? Elle est absolument collective et pluri-individuelle, tout ce que tu voudras, je ne sais pas la nuance entre les deux, mais en tout cas, elle nous concerne tous dès qu'on rêve à remplacer nos interlocuteurs ou interlocutrices par des machines. Moi, ma femme, elle est tellement complexe, elle me fait une vie épouvantable. Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle soit une machine? J'espère qu'elle ne m'entend pas dire ça, hein. Merci, merci à tous les deux. J'ai une dernière question qui se rapporte au livre. Il y en aurait 15 autres, tellement ce livre est riche et touche à beaucoup de thèmes. Mais c'est une que j'ai choisi de garder pour la fin avant de passer aux questions du chat. Dans le chapitre 9, vous abordez la question de l'impact de l'IA moderne, hein, l'IA générative pour ne pas la nommer, sur le travail, sur l'emploi et sur l'environnement. Donc, je crois qu'on a tous à peu près conscience du côté paradoxal de ces technologies sur l'environnement parce qu'elles sont très consommatrices de ressources, mais en même temps, elles sont très porteuses de solutions.
Donc, on a un vrai paradoxe qui va être très difficile de résoudre, et c'est une des ambiguïtés, je pense, dans lesquelles il faut qu'on avance, pour reprendre les termes de Laurent. La question que j'ai, c'est celle de l'effet de ces IA génératives sur un certain nombre de zones d'emploi. Nous, à l'ESSEC, on forme des cerveaux qui n'ont pas eu besoin de nous pour être de bons cerveaux, et on les équipe de manière à ce qu'ils deviennent un petit peu soit des spécialistes, soit des généralistes de l'entreprise dans différents domaines et dans différentes fonctions. Et donc, ça nous amène assez naturellement à fournir pas mal de troupes, par exemple, au cabinet de conseil, qui sont un bon départ de carrière, jusqu'à présent, qui était vu comme un bon départ de carrière pour un certain nombre d'entre eux. Une fac de droit va fournir des avocats juniors qui vont aller faire leur classe dans des cabinets. Et il se trouve que tous ces gens-là, et c'est qu'une toute petite partie des professions qui vont être impactées, on voit déjà que les employeurs sont en train de remettre en cause les recrutements dans ces fonctions-là. IBM a annoncé il y a 2 semaines qu'ils gelaient tous les recrutements en attendant de comprendre quelle est la transformation de leur métier par rapport à l'introduction de ces technologies-là. Pricewaterhouse a annoncé un plan d'1 milliard de dollars à court terme sur le upskilling de l'ensemble de leurs troupes et sur le changement de leur process. Ce qui est intéressant de voir entre les deux, c'est qu'il y a une position attentiste et il y a une position qui vise délibérément l'augmentation de la productivité sans toucher a priori au périmètre. En tout cas, ils n'ont pas annoncé, eux, de réduction. Donc, ma crainte pour la matérialiser, ma crainte, elle est d'ordre politique. Est-ce que nos gouvernements occidentaux, nos sociétés occidentales sont prêtes à accueillir cet influx que vous reconnaissez implicitement dans le bouquin, en citant plein de références très sérieuses en la matière, sur l'emploi? Alors, il y a des gens qui disent « oui, mais ça, ce sera résolu par le revenu universel ». Moi, la question que je me pose, c'est non, parce que ça va surtout poser la question du sens, qu'on va se retrouver avec des tas de jeunes qui ne vont plus vraiment savoir où commencer leur carrière, qu'on va se retrouver avec des gens confirmés dans leur métier, dont les métiers vont être très largement automatisés et qui seront peut-être soit pas désireux, soit pas capables de devenir des spécialistes de l'utilisation de ces technologies. Cet influx de gens en perte de sens professionnel, moi j'ai très peur qu'il contribue à des choses pas très ragoûtantes comme l'accélération de la montée des populismes en Europe, etc. etc. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est un élément… Alors ça, c'est pas adressé dans le livre, on sort un peu du livre, j'aurais bien aimé vous entendre. Non, mais moi, j'ai bien envie de répondre, si tu me permets, Laurent. J'ai un élément de réponse très important parce que je pense que là, pour le coup, on a quelque chose à faire, nous, enseignants, très vite. C'est d'apprendre à nos jeunes à utiliser ces technologies. Avant ChatGPT, l'une des premières utilisations des modèles de langage génératif, on va dire à large échelle, de mon point de vue, ça a été Copilot. Copilot, c'est un ChatGPT des programmeurs. Donc, vous tapez un commentaire dans du code, il y a les parties efficaces du code et puis il y a les commentaires qui disent un peu ce qu'on veut faire. Vous tapez le commentaire et pendant que vous tapez le commentaire, l'IA essaye d'anticiper la suite du code et donc, pouf, elle écrit à votre place le code que vous alliez écrire. Alors, ça ne marche pas toujours, c'est comme ChatGPT, de temps en temps, il fait des canards qui produisent du lait au lieu des œufs, mais globalement, ça marche. Et pour des choses simples, ça marche très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, dans mes cours d'informatique, il est nécessaire d'apprendre à mes étudiants dès la licence à utiliser ces outils de génération, à repérer quand ils se trompent, faire des tests pour s'assurer que ce qu'ils ont produit automatiquement correspondait bien à ce qu'ils voulaient. Et en fait, il faut changer la manière dont on enseigne la programmation. Il faut toujours que les gens sachent comment on fabrique un moteur de voiture, mais en fait, il y a une machine qui va faire le moteur à leur place. Et il faudra qu'ils soient capables de s'assurer que le moteur qui a été produit, c'était bien ce qu'ils voulaient. Et c'est complexe, un moteur de voiture. On n'a pas le temps de regarder chaque pièce une par une. Si on fait ça, on est mort. Donc, il faut arriver à savoir quand faire confiance à la machine et comment s'assurer que c'est bon, les pistons sont à peu près au bon endroit, le moteur, il fait ce qu'il faut. Et voilà, il faut faire pareil avec les cabinets de conseil et les modèles de langue. Et je pense que ça va être le cas
un autre métier qui va être transformé, c'est le journalisme. Aujourd'hui, on ne peut plus dire « Regardez, j'ai une photo de la scène, donc c'est vrai », puisqu'on peut fabriquer des photos de tout et n'importe quoi. On a vu récemment des photos de Donald Trump arrêté, tabassé par des policiers américains, qui étaient générées par un algorithme génératif. Donc voilà, ça c'est des métiers en transformation. Et là, pour le coup, on a une mission immédiate à mettre en œuvre, c'est d'intégrer ça dans nos formations. Et très tôt, je pense dès la licence, c'est-à-dire, ça veut dire dès les premières années dans les écoles de commerce ou d'ingénieur. Et l'effet de cette intégration, d'abord en faisant l'hypothèse que ce soit une intégration généralisée très vite, ne va se faire sentir que dans 2, 3, 4, 5 ans, suivant les parcours et le niveau. Est-ce que, Laurent, peut-être, tu as une réflexion, quel est ton sentiment par rapport à l'impact politique et sociétal de l'introduction très, très rapide de ces technologies-là sur les métiers et la possible déstabilisation de l'équilibre, si on peut parler d'équilibre politique actuel, en particulier en Europe? Ce qu'on est en train de faire là fait partie des efforts pour qu'on arrête d'accélérer sur la question de savoir jusqu'où on accélère, pourquoi. La crise écologique montre qu'on a passé notre temps à accélérer depuis 50, 60, voire 200 ans, hein, et on est en train de s'apercevoir qu'on va droit dans le mur. Donc la question c'est, mais pourquoi est-ce qu'on continue d'accélérer? Et du coup, deuxième point, on ne peut pas en revanche, et là je suis parfaitement d'accord avec Nicolas, on ne peut pas ne pas accompagner l'évolution, l'accompagner, pas l'accélérer, l'accompagner. Et j'ajouterai un point, c'est que les jeunes sachent utiliser les systèmes, mais qu'ils sachent aussi se demander systématiquement à quoi ça sert, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je veux en obtenir, et qu'on éduque le sens critique. C'est absolument capital. Ça revient à une question très très simple d'éducation, mais ça ne peut pas se résoudre en one shot, en un jour. C'est du travail de longue haleine. C'est risqué ça, Laurent. Hein. Oui, pardon. C'est risqué, Laurent, parce qu'un jour, on va avoir des étudiants qui vont dire « Mais à quoi ça sert ce que vous m'enseignez ?» Oui, mais ça, c'est pas un problème. On en a parlé suffisamment. Ne perdons pas de temps maintenant avec cette discussion, mais je dis parfois que accepter de ne servir à rien, c'est très, très utile. De temps en temps, accepter qu'on n'est pas utile. Si on est enfoncé dans l'utilité systématique, là, on commence à devenir dangereux. Et du coup, voilà, réaction sous forme de boutade, hein, mais pas seulement, mais voilà, reparlons-en à d'autres occasions. Mais voilà, en tout cas, j'ajouterais volontiers, pour revenir à la question de Benoît, hein, c'est bien sûr, il faut accompagner et il faut éduquer au sens critique le plus possible. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est évident. Donc, vous ne partagez pas ma crainte court-termiste, enfin à court terme, de déstabilisation. On s'en reparle dans 2 ans et on verra si je... voilà, on va passer aux questions de l'audience. Il y a des questions vraiment passionnantes. Je voudrais commencer par vous soumettre celle de Michel Dacoronia, qui pose la question de l'agenda utilitariste au sens économique dans le choix de fonctions d'optimisation statistique dans les modèles d'apprentissage automatique. Et je trouve que c'est une question vraiment, vraiment intéressante parce que finalement, il y a peut-être d'autres fonctions d'optimisation, d'autres loss functions qu'on aurait pu, enfin, qui pourraient être implémentées pour des résultats assez différents. Alors, c'est une question qui va peut-être être un petit peu démontée par Nicolas rapidement, mais je trouve que l'angle de questionnement est vraiment intéressant. Non, je pense que la question est vraiment intéressante, mais attention, quelle que soit la fonction qu'on implémente, on implémente un choix, et Laurent dirait, on implémente un choix politique. Si je décide de... J'avais un collègue qui travaillait sur la modélisation en logique formelle, donc en logique calculable par un ordinateur, des principes éthiques et moraux, dans le cadre d'un projet ANR il y a une demi-douzaine d'années, et c'était rigolo, il faisait programmer à la machine quelque chose qui permettait de voler aux riches pour donner aux pauvres, hein, par exemple. Donc comment on code Robin des Bois dans ce genre de machine? Mais en le faisant, et je pense que c'est une des choses qui était évidente, enfin qui était très claire dans sa thèse et que j'avais beaucoup apprécié en lisant le travail, c'était que justement, on fait un choix, on décide ce qui est moral, ce qui n'est pas, ce qui est éthique, ce qui ne l'est pas, enfin ce qui relève de l'éthique de Robin des Bois ou ce qui n'en relève pas. Et donc, on fait un choix politique, systématiquement, quelle que soit la fonction d'optimisation qui est choisie, qu'elle soit économique, qu'elle soit écologique, qu'elle soit autre chose. J'approuve. Il me consent de mon côté.
Parmi les autres questions, bon, dans le chat que je peux lire maintenant, il y a des conversations intéressantes, entre autres sur le fait que la langue est une technologie, un analphabète n'a aucun pouvoir, et c'est Julien Breitfeld qui a écrit ça, et il est contredit par une autre personne dans l'audience qui dit que la langue n'est pas une technologie, c'est la façon dont on nomme la réalité. Donc, on pourrait rentrer dans un débat sur la nature de la langue. Et donc, sauf à ce que vous vouliez vous emparer de ça, il y a aussi plusieurs questions sur l'enseignement de la pensée critique et le lien avec... oui, c'est ça. Pardon, parce que je lis les questions en même temps et j'essaie de trouver de les regrouper. Mais l'enseignement de l'esprit critique, est-ce que vous avez le sentiment que ça permettrait cette prise de distance dont vous parlez dans le livre, et est-ce que vous avez le sentiment qu'il est négligé à l'heure actuelle? Alors, j'ai fait une boutade à Laurent tout à l'heure sur le fait que si on enseigne trop l'esprit critique, nos étudiants vont finir par remettre en cause nos enseignements. Mais évidemment que l'enseignement de l'esprit critique est un élément de la solution qui doit surtout ne pas être négligé. Je pense que on l'a un petit peu négligé dans nos sociétés qui ont été pilotées depuis les années 80 par la technologie et l'économie. Hein. Le dieu des années 80-90, c'était la technologie, et le dieu des années 2000-2010, c'était l'économie. On le voit d'ailleurs dans les choix que font les étudiants pour aller faire leurs études. Et donc, on pensait que l'avenir était là, et on a peut-être un petit peu oublié la philosophie, le latin et l'histoire dans ces questions-là, malheureusement. Moi, je trouve toujours dommage qu'il y ait aussi peu d'enseignements humanité, enfin, au sens large, hein, donc de sciences humaines, et dans les cours qu'on fait à nos élèves ingénieurs ou scientifiques dans les facs de sciences. Et je connais moins bien les formations qui sont faites en école de commerce, mais je crains que ce soit aussi un peu pareil, qu'on ait un peu perdu de vue ces éléments-là, parce que ça prend du temps et que c'est compliqué, et que parfois on se dit à quoi ça sert. Pour plein de raisons, on est pris dans le besoin de solutions, de réponses. Et ça, c'est complètement normal. Hein. Toute l'humanité a besoin de réponses. Je rappelle que l'économie, si une science économique existe, c'est tout simplement parce que nous avons besoin pour vivre et pour survivre de manger. Et si nous ne mangeons pas chaque jour, bah, très rapidement, c'est la fin. Et donc, il y a un court-termisme inhérent à la vie économique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de réponses, on a besoin de solutions, on a besoin de recettes. Mais en même temps, si on n'est que dans les réponses, les solutions et les recettes, on ne sait plus à quel problème on doit s'adresser. Ou plutôt, on doit répondre. On ne sait plus quelles sont les bonnes questions. On ne sait plus problématiser le réel. Et problématiser le réel, c'est prendre distance avec le réel, avec le court-termisme, avec nos évidences. Et du coup, je reviens à la question du langage. C'est grâce au langage qu'on est en train d'utiliser pour converser ce soir que nous sommes, nous humains, capables de prendre distance par rapport aux données évidentes. Tandis que sinon, nous sommes plongés dans des données évidentes, je fais exprès de transformer en data évidente, et quand on est saturé de data, on n'est pas dans les questions. Et saturé de data ou de données ou d'évidence, ben nous ressemblons à des ordinateurs. Mais le point fondamental sur lequel nous nous différencions radicalement des machines que nous avons imaginées et sommes devenus capables de fabriquer, c'est que c'est nous qui posons les questions. C'est nous qui imaginons les questions auxquelles on doit répondre, les problèmes qu'il nous faudra résoudre. Mais ce n'est pas les machines. Et donc, ça, c'est ça la prise de distance, c'est ça le regard critique. Et il est effectivement capital de le former en permanence. Exercer les humains que nous sommes à problématiser le réel. Juste pour... alors, encore une fois, je connais plus les étudiants en sciences, hein, mais moi, je suis toujours surpris par la naïveté que font nos jeunes doctorants quand ils arrivent en thèse ou quand ils sont en stage de master en dernière année, où ils lisent les articles scientifiques et ils prennent tout pour argent comptant.
c'est écrit dans un article, donc c'est vrai. Bah non, il y a des choses peut-être vraies dans cet article, mais non, tu es là pour te positionner par rapport à cette contribution scientifique. Et je pense que oui, la problématisation est quelque chose qui manque, en tout cas dans les études de sciences. Je suis vraiment complètement d'accord avec la remarque qui était faite dans le chat. On a un petit peu oublié ça. Il faudrait probablement voilà, remettre la pensée critique un petit peu plus dans le signe. C'est un peu. Je crois que malheureusement, les sciences n'ont pas de monopole de l'absence de problématisation en termes de formation des étudiants. Non, mais ça pose aussi la question du niveau. Mettre l'esprit critique, remettre plus de formation à l'esprit critique chez des gens qui ont déjà un bon bagage et une capacité intellectuelle démontrée à travers leur parcours scolaire puis supérieur, c'est une chose. Mais le problème, il est dans le nombre, dans la masse, dans la répartition démographique. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'appels à la formation au code à l'école, au coding, comme étant une panacée, quelque chose qui va permettre, parce qu'on démythifie finalement la machine, ce qui me paraît être une bonne idée, ce qui va permettre d'acquérir cette distance. La question, est-ce qu'on ne devrait pas se la poser, pas seulement dans nos sphères d'enseignement supérieur, mais est-ce qu'elle ne devrait pas se poser au niveau de tous les systèmes éducatifs ? Et je pense que là, Benoît, vous posez une question qui est vraiment très, très difficile pour tout le corps enseignant. C'est que c'est vrai que ça marche. Hein, le code, apprendre le code à des enfants, ça démystifie complètement la machine. Les enfants, pour reprendre une expression utilisée par Laurent dans notre livre, ce n'est que ça. Et ça marche vraiment. Et du coup, on pourrait faire ça pour plein de choses. Le problème, c'est que nos enfants n'ont qu'une trentaine d'heures de cours par semaine et ils ne peuvent pas de toute façon en avoir plus. Enfin, je veux dire, leurs cerveaux ont besoin un petit peu de temps pour se former et il faut qu'ils apprennent à parler, à s'exprimer, je veux dire. Parler en général, ils le savent quand ils arrivent à l'école, mais à s'exprimer correctement, à penser correctement, à raisonner correctement. Donc, ils font des maths, du français, de l'histoire. On essaie de les former aux langues pour qu'ils puissent communiquer avec les autres, donc un petit peu de langue. Il faut qu'ils soient en bonne santé, donc ils font du sport. Il faut qu'ils aient un esprit ouvert, donc ils font de l'art plastique et de la musique. Et le problème, voilà, c'est un problème de comment arriver à tout faire. Je ne sais pas. C'est une vraie difficulté. Moi, j'aimerais bien effectivement qu'on fasse plus de choses comme du code, qu'on développe l'esprit critique, qu'on arrive à faire tout ça. Mais ça ne peut pas se faire au détriment de choses très importantes que sont aussi l'apprentissage du calcul, de l'écriture, du raisonnement dans les mathématiques, de l'histoire. On peut peut-être souligner qu'on est d'autant plus compétent et efficace dans ce que l'on apprend qu'on est dans le rythme. Et il serait peut-être très intéressant de creuser la question du rythme en instituant des moments de déconnexion totale par rapport aux objets technologiques. Que les enfants ne vivent pas comme une évidence réflexe d'être censés se connecter. Et qu'il y ait donc une obligation régulière, je ne sais pas comment, mais pédagogiquement, ça pourrait se justifier complètement, de déconnexion totale pendant 2 heures, pendant une journée, pendant ce qu'on veut. Et que les enfants, du coup, réapprennent à se centrer sur eux-mêmes sans aucun interlocuteur écran ou médiatisé par les technologies. Mais ne crois-tu pas, Laurent, que c'est déjà le cas dans à l'école, quand tu prends un cours, enfin au collège, tu prends 2 heures de français, tu n'as pas de portable. Tu fais pendant 2 heures, tu es déconnecté. Il faut l'espérer. L'école joue déjà ce rôle, je pense, de déconnexion. Mais c'est pas mal. Si c'est le cas, c'est très bien. Parce que ça permet, l'idée n'est pas du tout de proscrire les technologies, hein, mais de rythmer le rapport qu'on a avec. Et que ce ne soit pas une spontanéité réflexe automatique, non réfléchie. Qu'on se dise, tiens, là, oui, je sais que je vais utiliser l'ordinateur et là, je sais que je vais ne pas le faire. Rien que ce rythme-là doit pouvoir aider une véritable prise de distance saine par rapport au… Matérialisation de la prise de distance, ouais, ça paraît très, très intéressant. Tant qu'on est sur l'éducation, Olivier Picard, qui est un entrepreneur en informatique, souligne son expérience personnelle, et j'aurais aimé avoir vos réactions, sur le potentiel de l'IA générative utilisée dans le cadre du code, comme le mentionnait Nicolas, d'un accroissement
un accélérateur d'inégalité dans une proportion jamais connue, dit-il. Son point, c'est de dire que les codeurs qui sont confrontés à l'IA générative, il y en a deux catégories. Il y a ceux qui vont faire connaissance avec ces outils et les maîtriser pour aller beaucoup plus loin dans leur productivité, dans leur expertise. Et il y a ceux qui vont utiliser ces outils comme un remplacement de ce qu'ils faisaient, mais sans se poser la question de la maîtrise de l'outil pour aller au-delà. Je trouve le point est intéressant. On lit souvent, la clé, ça va être de maîtriser les outils. Mais tout le monde ne va pas avoir envie de maîtriser les outils pour faire un usage un peu méta de ces outils-là. Beaucoup de gens vont se contenter d'utiliser ces outils pour gagner du temps. Moi, je trouve la question vraiment très pertinente, mais comme l'a dit Laurent tout à l'heure, on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises. Je vais faire un parallèle avec une technologie beaucoup plus ancienne, enfin beaucoup plus ancienne, pas tant que ça, mais quand on a vu arriver les encyclopédies collaboratives en ligne, Wikipédia par exemple, les gens ont été très inquiets, les enseignants disaient oui, mais il y a des élèves qui sont paresseux et qui recopient juste la page Wikipédia et en fait ils apprennent rien. Et puis progressivement, les enseignants et les élèves ont intégré dans la pratique pédagogique le fait d'aller sur Wikipédia, de regarder la page et de le travailler, de ne pas se contenter de recopier bêtement la page, ce qui donnait lieu à un zéro, donc qui n'était pas du tout formateur. Enfin, en tout cas, le signal envoyé par l'enseignant à l'élève était assez clair, que le travail n'ait pas été fait, et à récompenser un élève qui aurait réussi à paraphraser les choses qu'il a lues sur Wikipédia avec ses propres termes et à redire le peu qu'il en avait compris, même si c'était certainement moins bien que ce qui avait été écrit sur Wikipédia, mais c'était au moins les propos de l'élève. Et je pense que le même, j'espère, mais je suis optimiste de nature, je pense que le même genre de phénomène va se produire avec ces technologies d'IA. C'est-à-dire qu'au début, on va évidemment avoir des gens qui ne vont pas vouloir faire d'efforts et qui vont perdre des capacités cognitives en s'appuyant sur l'IA, comme il y a des gens qui utilisent un GPS de voiture et qui ne sont plus capables au bout de 6 mois de lire une carte. Mais il y a aussi des gens qui utilisent le GPS de voiture et qui sont capables de lire une carte, qui ont gardé la double compétence. Et je pense que voilà, cette double compétence, ce développement des compétences, il va continuer de se faire parce que l'humain aussi a envie d'apprendre, aime bien comprendre. Enfin, on a cette curiosité en nous qui nous fait aller de l'avant, qui nous fait toujours chercher plus. Et donc, je suis assez optimiste là-dessus. Je ne sais pas, peut-être que Laurent ne partage pas mon optimisme. Je ne formulerai pas comme ça. Je dirais volontiers qu'il faut qu'on se méfie de nos propres craintes. Je comprends bien qu'on puisse craindre l'avenir, mais à formaliser des scénarios comme on vient de l'entendre, je crains qu'on fabrique des problèmes plus qu'on ne libère l'espace de trouver de nouvelles options. Et j'aime bien du coup la manière dont Nicolas, tu viens de formuler, et je ne parlerai pas d'optimisme, mais tout simplement d'une attitude ouverte. C'est-à-dire que je reviens à ce point que je trouve très important. Comme l'avenir n'existe pas, personne ne le connaît. Personne ne peut prétendre connaître un avenir qui n'existe pas encore. Il n'existe pas. Et du coup, personne n'est fondé à dire qu'il ne sera qu'une catastrophe. On n'en sait rien. Et il peut être une occasion d'émerveillement. On ne peut pas le savoir à l'avance. Et du coup, je ne crois pas que la question doive se poser en termes d'optimisme ou de pessimisme, mais simplement de tout faire pour que la catastrophe que l'on craint n'ait pas lieu. Là où on est, chacune et chacun de nous, il nous revient à tout faire pour que la peur que l'on ait ne devienne pas fondée. Et c'est tout, ça s'arrête là en fait. Ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas traversés d'émotions, on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir peur, on peut être enthousiaste, etc. Bien sûr, mais ça nous appartient. Mais quant à dire, ça va se passer comme ça, je crois qu'on ne peut pas le savoir à l'avance. Très clair. Il nous reste 5 petites minutes. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Une des questions qui a été posée assez tôt dans le chat est la question de la réalité ou pas de l'émergence de signes de conscience. On connaît tous ce pauvre développeur de Google qui s'est fait virer parce qu'il parlait avec ChatGPT ou avec un système équivalent et était persuadé qu'il voyait de la conscience. Mais le regard du philosophe et le regard du chercheur en IA, je pense, sera très enrichissant sur la question de la conscience pour nos auditeurs.
Nicolas, ta commence. Oui, merci, je vais commencer. Le temps a filé vite. Il y a effectivement, il reste que 5 minutes. Ben, merci pour toutes ces questions qui étaient vraiment très intéressantes. Sur la conscience, là-dessus, j'ai un point de vue assez ferme. Il n'y a pas de conscience dans le calcul. Hein, ça, et encore une fois, c'est une erreur grossière qui, quand on comprend ce que font les machines, on comprend qu'il n'y a pas de conscience. Parce qu'il n'y a pas de volonté. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de volonté de la part de la machine. Elle déroule un algorithme qui lui a été fourni, point. Et elle ne fait que s'exécuter. Par contre, il y a dans ce qui est produit quelque chose que nous interprétons et sur lequel nous pouvons être tentés de plaquer une conscience. Mais je vous invite à lire David Lodge, Small World, hein, un tout petit monde de David Lodge, qui est son roman, je pense, le plus connu que tous les chercheurs connaissent. Dans un tout petit monde, l'un des personnages, à un moment, discute avec le chatbot Elisa. Donc, on est dans les années 60. Hein, et il attribue indûment une conscience à Elisa. Il commence à lui raconter toute sa vie comme un vrai psychiatre. Et évidemment, il fait les choux gras de ses collègues qui gardent les transcripts d'Elisa et qui diffusent ensuite toute sa vie privée au sein du laboratoire. Donc, juste pour dire qu'on peut attribuer une conscience à des choses beaucoup plus simples qu'à des IA génératives. Une étude qui a été faite au début des années 2000 en psycho, avec des triangles qui se baladent aléatoirement aléatoirement, hein, sur le programme, c'est un déplacement aléatoire, complètement, dans un espace. Et ensuite, on demande aux gens d'interpréter, les gens attribuent de la conscience. Ils vont dire, le triangle a eu peur du rond, donc il a reculé. Mais le triangle, il n'avait tellement pas peur qu'il était programmé pour se déplacer aléatoirement. Donc, c'était vraiment pas... On est sûr qu'il n'a pas eu peur, ça on est certain. Donc, l'attribution de conscience, l'anthropomorphisation, c'est une spécialité de l'être humain et on en a besoin. J'imagine Laurent saura en dire plus que moi là-dessus. Mais il n'y a pas, je voudrais vraiment que ce soit bien clair, il n'y a pas de conscience dans le calcul. L'IA fait du calcul. Par contre, elle le fait très bien. Laurent, 1 minute. Alors, très très rapidement, je partage totalement l'avis de Nicolas, alors d'autant que lui, pour le coup, est connaisseur, moi non, mais je dirais bien qu'on est exactement au cœur de ce qui a suscité, pour moi en tout cas, le souhait de faire ce livre. C'est pour désamorcer des mystifications de cet ordre-là. Et de la même façon que parler d'intelligence artificielle n'a aucun sens sur le fond, parler de conscience des machines n'a aucun sens non plus. En revanche, il faut bien faire attention qu'à parler de conscience des machines, c'est notre capacité d'être conscient de nous-mêmes que nous perdons ou que nous endommageons, que nous entamons. Donc, méfiance par rapport à cette déshumanisation derrière nos propres discours. Merci Laurent, merci Nicolas, merci à Merci tous. Benoît et merci au Métal. J'envoie dans le chat les détails du livre pour ceux qui voudraient le copier avant de quitter. Voilà. C'était un plaisir de vous recevoir. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça à la sortie de votre prochain livre, peut-être. Merci à tous les participants et pour toutes les questions. Et voilà, c'est un vrai plaisir. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez encore des questions ou des remarques. Laurent et moi, on sera très heureux d'y répondre. Absolument. Merci de vos présences. Merci. À très bientôt. Merci Benoît pour cette Au revoir. C'était super. Merci beaucoup.